Bonjour Sylvie Géano. Bonjour Jalais. Merci d'être avec nous pour cette première d'une série d'interviews des leaders emblématiques engagés dont vous faites partie. Merci. Vous êtes donc aujourd'hui PDG de Dalkia, qui est une filiale d'EDF avec 20 000 salariés à travers le monde. Et vous êtes aussi coprésidente de la communauté Les entreprises s'engagent. Absolument. Donc déjà pour commencer, comment allez-vous ? Écoutez, je vais bien et c'est un plaisir pour moi d'être ici pour parler de l'engagement dans les entreprises. Absolument, c'est exactement ça la thématique de cette interview. Alors, au moment où nous enregistrons, là, il est 8h30, on est venu assez tôt. À quelle heure se réveille une grande patronne comme vous ? Alors, je ne sais pas si je peux généraliser, mais moi, je suis une matinale. Je me lève vers 5h45. J'ai pris cette habitude-là parce que j'aime le calme du matin. Alors, parce que aussi, il y a quelque temps, j'avais 2 jeunes enfants. Et j'aimais me poser un petit peu avant le rush de la préparation, avant l'école. Et puis aujourd'hui, c'est un plaisir de balayer la presse avec un grand café ou tout simplement d'écrire quelques notes ou une tribune. Donc très matinale, oui, on dit quand même que visiblement c'est quand même une règle que cette façon de se lever tôt, comme l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, dit-on, et ça semble se confirmer. Et en dehors de ce moment privilégié que vous offre le matin, la matinée ou très tôt le matin, qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin ? Écoutez, plein de choses. Je crois d'abord le plaisir de retrouver mes équipes. J'aime le management, on a une stratégie à conduire, donc voilà, et je le fais évidemment pas toute seule. Donc cette dynamique d'équipe, c'est quelque chose qui me rend heureuse. Et également, évidemment, la rencontre de mes clients. Et puis, chez Dalkia, tout de même, et c'est quelque chose que nous disons très fortement à nos salariés, c'est cette fierté de faire partie de la solution, de lutter contre le changement climatique parce qu'on a des solutions qui sont des solutions à la fois autour des économies d'énergie. On parle beaucoup de sobriété en ce moment et c'est très important d'aller dans ce consommer moins. Et puis, on travaille beaucoup sur comment on évite les émissions de CO2, ce que moi j'appelle le consommer mieux, le consommer bas carbone. On est au cœur de la lutte contre le changement climatique. Et je crois qu'après l'été que nous venons de vivre, cette accélération de cette chaleur que nous avons ressentie, bien on a envie d'aller plus loin, d'accélérer. Et ça aussi, c'est facteur de fierté pour moi. Oui, et c'est important ce que vous dites. Et là, effectivement, j'entends dans votre métier, qui est celui d'être à la tête de cette entreprise Dalkia, vous êtes engagé vraiment pleinement avec ce que vous faites en fait. C'est ça aussi qui est intéressant et c'est ça qui vous pousse. Et c'est aussi, j'entends que c'est ça qui pousse aussi vos équipes. Absolument. Vous savez, cet engagement, mais beaucoup de choses derrière ce mot engagement. Quand je suis arrivée chez Dalkia il y a 5 ans, mes salariés me disaient « mais on ne communique pas assez sur ce que c'est Dalkia ». C'est vrai qu'on est une marque de ce qu'on appelle le B2B, le business to business. Nos clients sont des entreprises, des bailleurs, des copropriétés, des piscines, des collectivités. Et donc, on a une marque qui est un petit peu moins connue qu'une marque du grand public. Et donc, je me suis rendu compte que parler de leur métier, c'était facteur d'engagement, c'est-à-dire de fidélité à l'entreprise, d'attachement à l'entreprise. Et donc, on a beaucoup communiqué pour faire cette pédagogie des métiers. Il se trouve que c'est très important de faire cette pédagogie des métiers parce que Dalkia recrute, nous avons besoin de compétences et de faire comprendre au monde qui nous entoure que venir chez Dalkia, c'est rejoindre plus qu'une entreprise. C'est important pour moi parce que c'est aussi facteur de réussite et de performance. Et qu'aujourd'hui, visiblement, les jeunes générations demandent beaucoup. Enfin, peut-être pas d'ailleurs que les jeunes, je dis ça à chaque fois, mais en fait, moi, je le demande aussi beaucoup. C'est-à-dire, on demande à son entreprise d'apporter ce sens, cette utilité au monde, en fait. Et vous dites, vous êtes pleinement dedans et depuis de nombreuses années, finalement. Oui, on est pleinement dedans. Et ce sens, finalement, il est important parce qu'il me permet de fidéliser, évidemment, nos salariés, de recruter des salariés qui ont... Et c'est vrai, nos jeunes nous le disent. Finalement, moi, j'ai recruté dernièrement une jeune fille qui a d'ailleurs même pas fait des études scientifiques et techniques, qui est plutôt les métiers que nous recrutons. Et elle me dit, j'ai envie de rejoindre Dalkia parce que je veux être acteur de la lutte contre le changement climatique. Ça fait plaisir. Bien sûr. Mais il n'y a pas que les jeunes qui nous demandent ça. Il n'y a pas que nos salariés qui nous demandent ce sens. Il y a aussi les banquiers.
Je crois que très bien, ça. demain, une entreprise qui ne sera pas engagée dans cette lutte contre le changement climatique, qui ne saura pas démontrer que les émissions de CO2 produites par son activité baissent, mais n'auront plus accès au financement bancaire. Investissements. Et donc, vous voyez, c'est multiforme, cette logique d'engagement. Et c'est pour ça que j'aime bien dire que l'engagement est également aussi facteur de performance, y compris économique. Exactement. Vous parliez de cette jeune fille donc, que vous avez récemment embauchée et j'aime que vous connaissiez aussi comme ça personnellement un peu c'est aussi ça les patrons, les leaders, c'est que chaque être humain, chaque apport dans l'entreprise compte et c'est ce que j'entends dans ce que vous dites. Alors, contrairement à elle, vous avez fait de très hautes études scientifiques. Je le dis vraiment parce que j'ai toujours eu une admiration pour les femmes, donc en l'occurrence vous qui avez fait l'école polytechnique, puis l'école des mines, donc vraiment un cursus des plus prestigieux dans les métiers d'ingénieur. Et la France est un pays d'ingéniosité, reconnu à travers le monde pour cela, mais certainement un milieu où il y avait quand même très majoritairement des garçons. C'était le cas il y a 20 ans, je pense que c'est aussi le cas aujourd'hui. Comment c'était ça, d'être par exemple en maths sup, maths spé 4 sur une classe de 35, et puis à l'école polytechnique, ça doit être les mêmes types de proportions. C'était comment pour vous? Écoutez, finalement, moi je l'ai très bien vécu. Et finalement, je crois que pour Sylvie Giano, hein, qui a quand même une certaine expérience et quelques années dans le monde de l'entreprise, ça a été aussi une chance finalement d'être baignée dans un milieu masculin dès le démarrage. Alors j'étais petite fille, je voulais être scientifique, plutôt médecine d'ailleurs, je voulais plutôt être médecin. Et quand finalement mon goût pour les mathématiques, pour les sciences physiques se sont exprimés, mes professeurs m'ont orientée vers les métiers plutôt, m'ont aidé à ce choix plutôt. C'est évidemment moi qui me suis orientée. Et d'ailleurs il y avait toute une campagne à l'époque, peut-être faudrait-il qu'on la reprenne, qui s'appelait Femmes ingénieurs. Donc on m'a fait découvrir ces métiers-là quand j'étais au lycée et c'est la raison pour laquelle je suis rentrée dans une classe préparatoire et vous avez raison, on était très très peu de filles, 4 en maths sup, 2 en maths spé, vous voyez c'était à l'école polytechnique on était 24 sur 350 effectivement. Ah oui, incroyable. Et finalement moi je l'ai bien vécu parce que à la fois j'avais évidemment d'excellentes amies IES mais j'avais aussi beaucoup d'amis IES qui faisaient partie de mon quotidien et quand je suis arrivée dans une entreprise industrielle et technique finalement, où là aussi il y avait une majorité d'hommes, finalement moi j'y étais habituée, donc je n'y pensais plus. Et donc j'ai plutôt vécu comme à la fois bien, du plaisir, et c'est ce que j'en retiens, et aussi un accompagnement, une aide, une force, finalement qui fait que je suis à l'aise dans ce milieu d'hommes. Alors peut-être on pourrait reprocher aujourd'hui de se dire il n'y a pas encore assez de femmes à des niveaux de responsabilité importants dans ce monde de l'industrie, dans ce monde scientifique et technique. Mais voilà, vous êtes l'exemple qui montre que c'est tout à fait possible avec une grande réussite. Exactement. Et l'exemple aussi dont moi, en tant que femme, alors ici, il y aura des patronnes et des patrons, ce n'est pas qu'une question de femmes ou d'hommes, mais c'est vrai qu'avoir des rôles modèles, ça aide aussi à se projeter, c'est important. Peut-être que vous-même, d'ailleurs, vous en avez eu dans votre vie. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez. Donc, au départ, vous vous imaginiez plutôt jeune, avant d'entreprendre ces études, en tant que médecin. Est-ce que vous savez ce qui profondément vous donnait envie de ce métier de médecin? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Je crois, la compréhension de ce qu'était le corps humain, j'ai toujours ça en moi, de comprendre les choses. Évidemment, ce lien à l'humain, ce lien à l'homme, l'idée de soigner, de faire du bien aux autres, il y avait quelque chose de fort là-dessus. Et finalement, quand j'y réfléchis, le monde de l'énergie, c'est la vie. Et finalement, je trouve assez ce lien entre cette envie de petite fille et ce que je fais aujourd'hui, parce que profondément, je suis très heureuse d'être dans ce monde de l'énergie, avec ce défi que nous avons devant nous, puisqu'on sait que la production d'électricité est le premier facteur d'émission dans le monde. Ce n'est pas vrai en France d'ailleurs, et que l'énergie, c'est tout de même la vie, c'est ce qui fait, ce qui est le moteur de plein de choses aujourd'hui dans notre société. Oui, tout à fait. Je trouve ça très intéressant parce que finalement, ce que j'entends dans ce que vous dites aussi, c'est que vous avez aligné votre désir profond d'être utile à ce monde et de vous engager, que vous sentiez déjà un petit peu, mais on ne connaît pas tous les métiers quand on est jeune, donc forcément on choisit celui qui nous paraît le plus évident. Et puis finalement, votre capacité à être ingénieur vous emmène vers une voie
que vous choisissez pour finalement retomber sur ce même type d'engagement, comme on dit aujourd'hui, et d'être aligné avec vous-même. Donc revenons à Dalkia, et donc filiale d'EDF, et tout ce que vous avez dit sur l'énergie qui effectivement, vous l'avez toujours su à quel point c'était important. Nous, on l'apprend un peu plus aujourd'hui à la faveur de choses qui sont peut-être pas d'ailleurs toujours très agréables. Mais vous avez passé donc la majorité de votre carrière chez EDF, donc c'est un choix. Et ce choix, vous nous en avez dit quelques mots, parce que vous sentez que l'énergie c'est la vie et qu'il faut agir là. Qu'est-ce qui vous fait encore rester et choisir, continuer de rester dans ce domaine? Je crois que plus que jamais, les métiers de Dalkia sont au cœur de l'actualité, hein. Vous savez, quand on parle de sobriété, qui est aujourd'hui voilà, quelque chose qu'on incite à faire, parce qu'on est au cœur d'une crise que nous connaissons bien, du fait de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on se dit que, voilà, soyons plus économes dans notre façon de nous priver un petit peu de nos consommations de gaz et puis d'électricité. Mais le sujet, et d'ailleurs les pouvoirs publics l'ont très bien emmené, c'est d'aller chercher ce 40% d'énergie en moins qui est préconisé par le GIEC pour aller atteindre cette neutralité carbone en 2050. Et donc, économiser l'énergie, c'est faire de la sobriété. Et comment on fait ça? C'est un des métiers de Dalkia, nous faisons ça tous les jours. Hein. Je vais vous citer un exemple. On travaille avec les lycées de Rhône-Alpes-Auvergne. Il y a 9 grands lycées, c'est plus de 30 bâtiments. Eh bien, on les a accompagnés pour aller chercher 40% de réduction de leur consommation d'énergie. Vous voyez, c'est beaucoup. Et ça marche. Parce que quand on commence à regarder, ça marche. Et ça marche dans la durée. Parce qu'on pilote la consommation d'énergie, on arrête de consommer le mercredi, les vacances scolaires, on isole un peu mieux, on change les matériels qui sont plus efficaces, qui consomment moins, et on va aller chercher 40%. Vous voyez, donc ça existe, et ça, c'est les métiers de Dalkia. Donc voilà, et on fait partie de la solution, en quelque sorte. Hein. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que voilà, vous apportez, c'est ce que j'entends aussi, parce que le grand public dont je fais partie est un peu perdu aujourd'hui quand même. C'est-à-dire qu'on a conscience que ça sera sans doute plus comme avant. On retient un petit peu ce monde d'avant parce que je crois que c'est aussi naturel, mais on ne sait pas comment y arriver. C'est pas, on ne baigne pas là-dedans depuis des années, donc c'est pas facile. J'ai envie de donner un autre exemple. Oui, je veux bien. Parce qu'on dit, comment on va se priver du gaz et du fioul à la maison? C'est pas si évident que ça. On a notre chaudière. À Issoire, qui est une petite ville au sud de Clermont-Ferrand, on est en train de construire, on ne l'a même pas encore inauguré, on est en train de construire ce qu'on appelle un réseau de chaleur, un réseau de chauffage urbain. Il y a la chaleur qui est apportée dans ce réseau, qui va aller raccorder des immeubles de logement, qui va aller raccorder des immeubles de la collectivité, etc. On produit cette chaleur en allant chercher une chaleur qui est perdue actuellement sur le site industriel de Constellium. Constellium, c'est de la fonderie d'aluminium. Ça fonde l'aluminium pour faire des pièces industrielles. Et quand on fonde l'aluminium, il y a beaucoup de chaleur. Mais cette chaleur, on va la récupérer en sortie de l'usine. On va chauffer de l'eau, on la met dans des tuyaux et on va chauffer les gens. Eh bien ça, on est totalement sans émission de CO2. Et en plus, on fait ce qu'on appelle de la décarbonation de l'industrie, de cet industriel de Constellium qui permet de démontrer qu'il abaisse ses émissions de CO2. Donc vous voyez, c'est gagnant-gagnant. Et c'est une solution innovante sur le terrain, en local, qui permet de faire de la lutte contre le changement climatique. Oui, ça, c'est extrêmement ingénieux. C'est ça, c'est exactement ça. Ça, c'est Dalkia. Ça, c'est Dalkia. Mais oui, et je pense aussi que c'est la France. Je pense qu'on peut être fier d'avoir chez nous, c'est peut-être le moment où la France va aussi reprendre ce qu'elle a toujours eu dans son ADN, c'est-à-dire cette ingéniosité, c'est d'être plus malin que les autres. On disait, on n'a pas de pétrole, on a des idées. Et bien là, on y est à nouveau et grandement, hein, ça c'est sûr. Justement, vous parliez, donc vous nous avez déjà cité 2 projets incroyables. Est-ce qu'il y en a d'autres, 1 ou 2, dont vous voudriez nous parler et dont vous êtes particulièrement fiers? Alors, dans les projets dont je suis fière dans ma vie professionnelle, alors j'ai été, juste avant de diriger Dalkia, je dirigeais ce qu'on appelle la division des clients en particulier chez EDF. Alors, c'est une responsabilité importante parce que EDF a 25 millions de clients. Donc, vous voyez, c'est quand même une relation client tout à fait particulière et importante. Je manageais 6000 personnes à l'époque.
Et le gros défi que j'ai eu à conduire, c'était de digitaliser cette relation client avec une ouverture à la concurrence qui a eu lieu en 2011, qui était voilà, un beau challenge pour EDF. Comment EDF allait se comporter finalement dans cette concurrence? Et bien, finalement, on a réussi à rester le fournisseur préféré des Français. C'est vrai. Dans cette période-là, et on a digitalisé. Digitalisé, c'est l'application EDF et moi. J'espère que vous avez cette application sur votre smartphone. Et au sein de cette proposition de service, on a créé un service qui s'appelle Équilibre, qui permet de regarder ses consommations. Mais je crois que c'est en ce moment que nos clients vont s'intéresser à Équilibre, parce qu'on leur demande de faire de la sobriété. Pour faire de la sobriété, il faut mesurer. Puis un autre projet qu'on a construit à cette époque-là, qui s'appelait SOWI, c'est-à-dire qu'EDF a créé une start-up que j'ai pilotée. J'ai complètement constitué la start-up sur un plateau. Il y avait complètement vierge à l'époque. J'ai recruté une équipe de jeunes et on a créé un nouveau fournisseur d'électricité et de gaz. Et sa particularité, c'était d'accompagner son offre d'un objet connecté. EDF rentrait dans ce qu'on appelait la Smart Home avec un objet connecté pour aller piloter tous les équipements de la maison. Eh bien, aussi, quand on fait ça, on a un objet qui va aider à la baisse de consommation. Et en fait, je pense que le succès de ces objets-là, ça va être en ce moment, à l'heure où on parle beaucoup de sobriété. Et si vous parlez de cette aventure, c'était en quelle année? C'était il y a 6-7 ans environ que j'ai fait ça. Donc, voilà. J'ai l'impression aussi que vous êtes très à l'aise et très partante pour ces aventures d'innovation aussi. Absolument. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça fait partie de mes moteurs. J'aime innover, j'aime transformer. Chez Dalkia, le Dalkia d'aujourd'hui n'est plus le Dalkia d'il y a 5 ans. On a fait aussi la révolution numérique chez Dalkia parce que nos techniciens avaient besoin d'avoir les outils les plus modernes, à la fois pour eux, parce que c'est facteur de motivation au travail. Et puis le numérique, ça apporte des données. Et en matière de consommation d'énergie, là encore, faire parler les données, c'est aller chercher encore plus d'optimisation. Et donc, on fait encore plus de bien à la planète quand on consomme moins, on émet moins de CO2. Et toujours cette logique, finalement, vertueuse à travers cette transformation que je conduis. Oui, effectivement, qui s'entend avec passion, j'ai l'impression, vraiment. Absolument. Et justement, peut-être que c'est aussi ça la liaison avec ce qu'est aujourd'hui, parce que c'est aussi le sujet de nos interviews. C'est quoi un patron ou une patronne engagée? Alors, c'est au sein de son entreprise, on vient de voir vraiment grandement avec vos activités, mais quelque chose me dit que si vous étiez dans une autre activité qui peut-être ne serait pas aussi directement favorable à la société, vous seriez aussi une personne, un patron, une patronne en l'occurrence engagée. Pour vous, c'est quoi? Alors déjà, le mot « engagé », c'est un mot extrêmement fort. Vous savez, moi j'ai l'habitude de signer des contrats avec nos clients, ce sont des engagements. Absolument. Donc un contrat, ça porte des engagements, c'est signé, il y a des chiffres, il faut les atteindre. Il faut tenir une promesse. Donc c'est un mot que j'aime bien parce qu'il est fort. Il implique une partie de soi-même. Et donc, pour moi, être un patron engagé, c'est d'abord être engagé dans la réussite de mon entreprise. J'y passe beaucoup de temps. Cette réussite, elle est multiforme. On a une stratégie qui s'exprime autour de 3 grands piliers: décarbonation, performance économique, naturellement, et l'engagement. Donc l'idée, c'est de réussir. C'est ce plan stratégique qu'on a conduit avec un certain nombre de projets et évidemment d'objectifs chiffrés. Et puis l'engagement, ça va au-delà. Il y a quelque chose de, comme je vous dis, de mettre quelque chose de sa personne. Et donc, pour moi, c'est aussi avoir un rôle dans la société. Pour plusieurs raisons, on rejoint ce qu'on se disait au début de notre interview, c'est que nos salariés attendent autre chose de l'entreprise. Chez Dalkia, on dit rejoindre Dalkia, c'est rejoindre plus qu'une entreprise. Ça veut dire quoi? Ça rejoint plus qu'une entreprise parce qu'on est engagé dans la transition énergétique de par nos métiers. Mais on est engagé aussi dans notre société parce que on ne réussira pas nos projets sans les compétences associées. Aujourd'hui, on a des difficultés de recrutement. Dalkia recrute. Ce n'est pas si évident que ça de trouver autant de jeunes qui se sont engagés dans ces métiers techniques. Alors, quel rôle je peux avoir finalement? On a des jeunes dans la société qui recherchent peut-être des emplois, qui s'en sont peut-être éloignés de cet emploi. Quel rôle je peux avoir? Quel rôle sociétal je peux avoir? Ça aussi, c'est de l'engagement. D'ailleurs, ça rejoint le fait que j'ai accepté de coprésider Les entreprises s'engagent, parce que finalement, si on peut
je dirais, relier finalement les problématiques de la société. Quelqu'un qui recherche, qui s'est éloigné de l'emploi avec moi, qui recrute, j'ai trouvé que ça faisait vraiment sens de m'engager dans ces questions-là. Parlons bien sûr de cette communauté dont vous avez accepté la coprésidence. Qui a aujourd'hui 65 000 entreprises en son sein, donc c'est quand même beaucoup. Donc j'entends que vous faites partie de ces grands PDG d'entreprises qui croyaient à la nécessité d'être aux côtés des instances qui nous gouvernent pour aller dans le bon sens. Pourquoi cette conviction? Vous savez, là encore, je vais vous donner un exemple. D'ailleurs, j'ai mis cette illustration sur LinkedIn pour ceux qui souhaitent la regarder. C'est l'histoire de Lucas. Lucas, c'est un jeune de Marseille qui a fait des diplômes, et en sortie de diplôme, il n'a pas trouvé naturellement un emploi, alors que finalement, ces diplômes n'étaient pas si éloignés que ça de ceux que nous recherchons. Et donc, on a travaillé avec Pôle emploi, avec une démarche qui s'appelle le POEC, qui permet de chercher ensemble une dizaine de personnes qui sont aujourd'hui en recherche d'emploi, voire un petit peu éloignées de l'emploi et qui ont du mal à trouver. Il se trouve qu'on a fait la rencontre de Lucas. On a complété un tout petit peu sa formation avec une alternance sur une année. Vous voyez, c'est pas très long. Et aujourd'hui, Lucas fait partie des salariés de Dalkié. C'est une histoire que j'aime beaucoup parce qu'en plus, il en parle remarquablement. Eh bien là, quand on fait ça, on est aux côtés des pouvoirs publics, en l'occurrence avec Pôle emploi, et on accompagne vers un emploi pérenne. Quand on est un technicien chez Dalkié, on va agir pour faire de la sobriété, pour aller baisser des émissions de CO2, et in fine, on agit dans cette lutte contre le changement climatique. Et je crois que ça donne du sens. Je crois qu'aujourd'hui, Lucas, il est fier d'être chez nous, d'avoir trouvé cette famille aussi. Je crois qu'il utilise ce mot-là. Il y a quelque chose d'affectif, finalement, qu'il exprime dans le fait de rejoindre Dalkié. Et ça, j'en suis aussi très fière. Donc ça, c'est quelque chose que vous partagez sur votre LinkedIn. J'invite les personnes qui nous regardent à aller regarder cette histoire de Lucas. Et effectivement, je pense que c'est une histoire particulière, mais qui est extrêmement universelle. C'est-à-dire, j'entends aussi tout au long de ce que vous avez dit depuis le début de cette interview, l'humain. L'humain semble être une ligne directrice. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce que ça vous apporte? L'humain, il est en fait partout dans une entreprise. On ne fait rien tout seul. On fait rien tout seul. Et derrière l'humain, je mets beaucoup ce sujet des relations entre les hommes et les femmes. C'est les relations humaines. Je crois que quand on fait un projet, il y a des relations entre plein de compétences différentes, entre l'ingénieur, le technicien, parfois la personne qui connaît bien les contrats, le juriste, voire la personne qui fait la communication. Tout ça, c'est multi-compétences, avec évidemment nos clients. Donc, la qualité des relations qu'on met en place à l'interne, à l'externe, c'est essentiel. C'est ça l'humain. Et puis, quand en plus on travaille pour un défi qui est aujourd'hui planétaire, on a l'humain qui est partout. Et c'est pour ça que je trouve que l'humain est facteur de réussite. On ne peut pas ne pas s'y intéresser, me semble-t-il. Le management est une aventure humaine. Comment j'entraîne ces équipes vers un sens, vers des objectifs qui sont évidemment chiffrés, qui sont aussi des objectifs économiques, bien sûr, et qui sont aussi des objectifs. Nous, par exemple, chez Dalkié, on fait éviter aujourd'hui 4 millions de tonnes de CO2 à nos clients. Eh bien, on s'est dit, dans 4 ans, on en fera 2 de plus. On va aller sur 6 millions de tonnes de CO2. Alors, justement, revenons là-dessus. Vous croyez qu'on va y arriver à dépasser ce stade-là de vie un peu difficile où on ne sait pas comment faire? Vous croyez qu'on va y arriver avec la force de tout l'humain et la force de votre engagement et innovation chez vous? Alors, moi, vous l'avez vu, Angel, je suis une optimiste. J'ai beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. Et quand on a des solutions, Dalkié fait partie de la solution. Donc, je ne peux pas dire autre chose qu'on va y arriver. Oui. Il va y avoir un chemin, on va trouver comment mettre en place ces solutions, à quel rythme, évidemment avec quels moyens. Donc, oui, je suis optimiste. Alors, l'une des devises de la communauté Les entreprises s'engagent est demain, l'entreprise sera engagée ou ne sera pas. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous savez, je crois que c'est in fine une assez bonne définition de l'entreprise du futur. L'entreprise sera engagée ou ne sera pas. Ne sera engagée dans quoi? Je crois que l'entreprise sera nécessairement engagée
dans la lutte contre le changement climatique, dans le bas carbone, dans le fait que je n'émets pas de gaz à effet de serre ou le moins possible. Je vais chercher cette neutralité carbone. Parce que ça fait sens pour mes salariés, ça fait sens dans la société, mais ça fait sens aussi, je vous l'ai dit, pour mes banquiers, qui de toute façon attendront de ces entreprises qu'elles aient une politique dans ce domaine-là. L'entreprise sera engagée également dans les technologies. On a parlé un petit peu de numérique, dans cette innovation numérique, qui est aussi une transformation qui doit être réussie par les entreprises. Qui n'est pas notre ennemi. Donc le numérique n'est pas l'ennemi. Et être engagé dans le numérique, c'est aussi être engagé dans l'humain, parce que si on ne réussit pas cette alliance, je vous ai dit, j'ai fait une transformation numérique chez Dalkia, mais c'est aussi une transformation humaine. Vous savez, si mes techniciens n'acceptent pas les outils que je leur mets en main, je ne vais pas réussir à faire quoi que ce soit. Donc, c'est aussi une transformation humaine. Et c'est une forme d'engagement, donc être engagé dans la technologie, dans l'innovation. On parle beaucoup d'hydrogène en ce moment, mais il y a beaucoup de choses encore à construire autour de l'hydrogène. On est à un stade R&D avancé, donc pour aller plus loin, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les innovations qu'on attend? Donc, dans les énergies renouvelables, il y a encore plein de choses à faire. Et puis, l'entreprise sera engagée dans la société, au sens large du terme. Qui l'attend. Vers une société plus inclusive, plus durable, bien sûr. Donc, être engagé dans la société, ça veut dire que l'entreprise répond à des aspirations. Autour de l'emploi, bien sûr, ça c'est un sujet qui nous anime beaucoup, dans les entreprises s'engagent, mais aussi dans les questions de durabilité, de sobriété, parce qu'on pense que tout ça c'est lié. Exactement. Merci beaucoup. Je voudrais finir cette interview avec 2-3 questions un tout petit peu atypiques par rapport aux interviews habituelles que je vais vous poser. Donc à vous, Sylvie Géano, en tant que, bien sûr, PDG de Dalkia, mais aussi en tant que personne. Tout simplement. D'accord. Alors, quelle innovation, ça tombe bien, c'est un peu votre truc, quelle innovation, réaliste ou non, faciliterait grandement votre quotidien? Ça peut être quelque chose vraiment d'imaginaire qui n'existe pas aujourd'hui. D'accord. Alors, ce qui me faciliterait mon quotidien, vous savez, moi, il y a quelque chose que j'ai horreur de faire, c'est de perdre du temps, et en particulier du temps dans les transports. Alors, j'aimerais une innovation qui me télétransporte, qui n'émet pas de CO2, qui ne fait pas de bruit. Donc, on voit ça parfois, vous savez, dans les dessins animés, où on rentre dans une petite bulle, et en quelques minutes, 80, on est exactement sur le lieu qu'on aime être. Je voyage beaucoup, je vais beaucoup sur le terrain. Quel gain de temps, quel gain d'énergie. Absolument. Si vous trouvez... prévenez-nous, moi j'investis dans votre entreprise, alors là c'est sûr. Parfait. Et alors si vous deviez écrire un livre, avec tout ce que vous nous avez dit, franchement vous devriez en écrire un d'ailleurs, mais si vous deviez écrire un livre sur le monde actuel, quel serait son titre? Alors j'aime beaucoup la littérature, j'aime les livres, ça fait partie de moi aussi. Et alors c'est amusant parce que ça ne me fait pas forcément penser à un livre, ça me fait penser à un film, cette idée de titre, ça me fait penser à « Demain ne meurt jamais ». James Bond. Oui, c'est bon, on aime bien à la maison parce que c'est un peu consensuel entre les garçons et les filles de la maison. Mais demain ne meurt jamais, je crois que c'est un titre optimiste à l'heure où on se pose la question. Et puis dans les James Bond, il y a aussi toujours plein de gadgets, d'innovations, des choses qui rendent service également. Voilà, c'est l'association d'idées que je fais. Très bien, mais effectivement, demain ne meurt jamais et demain se construira aussi avec toutes ces solutions que vous apportez. Et moi j'y crois profondément. Et alors pour finir, si vous pouviez poser une question au monde entier, quelle serait cette question? Évidemment, il y en a plein à poser, c'est sûr. Peut-être revenir à cette question de la femme. J'aurais envie de poser, mais est-ce que la femme est l'avenir de l'homme? C'est dit, c'est lancé. Merci beaucoup, Sylvie Géano. Merci à vous. Merci, à très bientôt. Bonne continuation. Merci. Au revoir.